Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 2 mars. Au sommaire aujourd'hui, on donne la parole notamment à l'épicerie solidaire d'urgence à Nyon qui cherche son lieu pour un projet à long terme. En sport, Alexandre Caporal reçoit Valentin Gauthier. Le navigateur raconte son programme 2021. En culture, la suite de notre dossier consacré au rap et au hip-hop, notamment en Suisse romande. Aujourd'hui, on reçoit Oji Brax. Le rappeur genevois présente son dernier album, OM2, dont un clip drillé tourné notamment à Nyon. Trois mois après son ouverture, l'épicerie solidaire de Nyon fermait ses portes vendredi 26 novembre comme prévu. La fréquentation des lieux soutenus durant cette deuxième phase de distribution alimentaire indique que le besoin est là. Ainsi, au terme de ce premier exercice, l'association de la solidarité compte sur la générosité des pouvoirs publics et privés pour développer et pérenniser sa démarche. On en parle avec nos deux invités. Lithia Djenaï, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésidente de la solidarité, tout comme vous. Et Louise Crésinel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quel bilan vous faites de ces 3 mois d'activité? Alors, quel bilan? Il y a jusqu'à 110 personnes qui sont venues visiter l'épicerie. Donc, premier bilan, c'est qu'on remarque qu'il y a un besoin. Voilà, c'est un peu on l'avait déjà vu avec la distribution de sacs alimentaires, et puis là, on remarque que le besoin est toujours là. Et on a aussi eu de plus en plus de personnes. En décembre, on était à 65, maintenant on est à 110, et ça ne cesse d'augmenter. Ouais, justement, alors si ça ne cesse d'augmenter, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que vous fermez? C'était prévu, mais pourquoi? On ferme tout d'abord parce qu'on avait ouvert parce qu'il y avait en fait la deuxième vague de Covid. Et puis, pour tout dire, on était sur un projet à long terme de café qui viendrait soutenir une épicerie. On s'était bien lancé dans ce travail-là. Et puis, il y a eu cette deuxième vague. Et puis, on s'est retrouvés, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut faire, nous? On veut en fait aider les personnes en situation de précarité dans la région. Et donc on ouvre cette épicerie, quoi. Et puis, on avait reçu un don assez conséquent, ce qui nous a permis en fait de constituer un stock de nourriture, de produits d'hygiène, et puis c'est ça qui nous a également motivés à pouvoir l'ouvrir pour une période de 3 mois. Oui, alors justement, pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé, vous aviez justement mis en place cette distribution de sacs, vous êtes passé à l'épicerie. Pourquoi changer un peu la manière de faire? Alors, en fait, pendant la distribution de sacs, on avait remarqué que les gens aimaient bien avoir le choix. Petit à petit, on avait mis des fruits et légumes. Et puis, il y avait un échange qui s'installait un peu automatiquement entre bénévoles et clients qui disaient « Ah, j'ai envie d'uniquement 2 salades, qu'une salade parce que je suis seule, etc. » Et on remarquait que d'avoir le choix, ça avait beaucoup plus de sens à nos yeux, et c'est aussi beaucoup plus efficace parce que les gens prennent uniquement ce dont ils ont besoin et non pas des sacs préfaits. Vous pouviez ainsi mieux gérer les flux, les arrivées, les sorties, j'imagine aussi des aliments. On a pu voir de très grandes files justement à Nyon, dans cette épicerie solidaire. Qu'est-ce que ça dit finalement, selon vous, du district, de Nyon et de nous, de la société en général? Je pense, déjà, il n'y a pas de structure dans la région qui œuvre et qui aide en fait vraiment les personnes en situation de précarité, qui peuvent leur donner de la nourriture, des produits d'hygiène. Donc voilà, pour nous, c'était très important de pouvoir monter ça. Et puis, est-ce que tu veux m'aider, Louise? On vous sent un petit peu stressé, mais oui. Je pense aussi un petit peu d'émotion, voilà, de prendre la parole finalement, alors qu'on sait que c'est un travail que vous faites aujourd'hui avec beaucoup de cœur, dans l'ombre aussi, que vous portez toutes ces personnes avec vous. Pour revenir au communiqué, Louise Crésinel, vous dites que le projet a rencontré un vif succès et peut-être dû à l'absence de toute structure d'aide alimentaire dans la région. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est pas finalement le rôle du social, de la ville, de prendre ça en charge? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Bon, déjà, en montant ce projet, et puis aussi avec la distribution de ça avec l'épicerie, on était dans une situation d'urgence, et souvent c'est comme ça que la société civile réagit. C'est en fait, moi je ne peux pas vivre dans une société où on laisse des gens dans cette situation. Ensuite, pour notre projet à long terme, on a réussi à convaincre la ville de Nyon qui va nous apporter son soutien et sa participation logistique.
Donc voilà, là, pour ce point-là, on est très contente. Mais comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui un service social de la ville de Nyon ne soit pas là justement en soutien de ces personnes-là en précarité? Je pense que c'est un problème qui est également un peu plus global parce qu'on a vu des personnes qui sont dans 110 situations différentes. Il y a des personnes qui sont à l'AVS, qui sont à l'AI, qui sont au chômage et qui simplement, ou qui avaient des travails sur appel, etc. Et qui en fait étaient sur un point de basculement et le Covid a fait qu'elles ont basculé. Et puis peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas prévu ou attendu d'une ampleur pareille. Ouais, Lydia, justement, toi, quel est le constat que tu as pu faire? Nous, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'on voulait aider ces personnes. Et puis on ne s'est pas en fait posé la question de savoir s'il y avait qui devait vraiment aider. Nous, c'était dans l'urgence qu'on a monté ça, en fait. Et puis, effectivement, je pense qu'on sait, en fait, toutes et tous que la précarité en Suisse, ça existe. Ça existait avant le Covid. Le Covid l'a mise en lumière. Et c'est pour ça que vous parliez justement de files d'attente, etc. Oui, c'est très préoccupant, c'est choquant, en fait, pour les personnes qui passent à côté de l'épicerie, qui voient. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui nous ont fait des dons parce qu'elles sont passées, parce qu'elles sont passées devant, parce que c'est au centre-ville, parce que c'est choquant. Mais ces personnes, elles étaient soit déjà en situation de précarité, soit déjà elles avaient un travail ou quoi, mais c'était fragile. Je pense notamment, il y a des personnes sans papier qui avaient des petits boulots de garde d'enfants ou quoi que ce soit, qui n'étaient peut-être pas déclarés. Donc ces personnes-là, à un moment donné, elles ont tout perdu, elles n'ont plus rien. Il y a des personnes, comme tu disais, Louise, à l'AVS, qui, alors, je sais pas vraiment, ça suffit pas. Il y a de tout. Personnes de tous horizons. Et il y a aussi des nouveaux pauvres, en fait. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, vous parlez d'un projet à long terme, c'est-à-dire que vous y croyez, vous donnez un second souffle à cette épicerie solidaire, parce que qu'est-ce qui va se passer concrètement, Héloïse? Alors, le projet sur lequel on travaillait avant d'ouvrir et sur lequel on va encore plus travailler à partir de maintenant, c'est de réouvrir une épicerie solidaire, mais cette fois-ci avec un café à côté, dont les bénéfices reviendront à l'épicerie, ce qui nous permettra de faire baisser les prix. Donc c'est le projet qu'on a imaginé afin de ne plus dépendre uniquement de dons. Je pense qu'on aura toujours besoin de financement public, mais en tout cas, voilà. On a aussi cette envie d'ouvrir un café, que ce soit un lieu de rencontre, un lieu où on sort de l'isolement également. Voilà, donc on a beaucoup de passion pour ce projet. Ouais, beaucoup de passion et pourtant, on peut comprendre que le bénévolat aujourd'hui il arrive à bout de souffle parce que finalement c'est beaucoup d'heures que vous avez passées aussi dans ce projet-là, beaucoup de bénévoles qui vous accompagnent. Donc ça peut paraître un peu délicat de passer d'une épicerie solidaire d'aujourd'hui ouvrir un commerce. Comment est-ce que vous le justifiez? Il faut que justement ce travail de bénévolat il soit aujourd'hui reconnu ou comment est-ce que vous justifiez ce passage de l'un à l'autre? Je pense qu'on avait déjà chacune personnellement l'envie d'ouvrir quelque chose. Moi, j'ai déjà passé la patente dans l'hôtellerie-restauration en 2018 en sachant que je voulais ouvrir une fois un établissement, mais sans savoir ce que ce serait. Donc voilà, c'est déjà une passion qu'on avait avant. Et puis après, c'est vraiment la circonstance, ce Covid qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Une recherche de sens aussi dans la société, dans nos vies. Je pense que c'est un gros mélange de tout ça. Oui, Lydia, tu me disais justement en préparant cette interview que le besoin, c'était finalement de rassurer aussi les gens et de leur dire que cette structure, elle est là et qu'elle va continuer à exister. Alors oui. Alors si on s'arrête, c'est vraiment pour mettre tout en œuvre, pour pouvoir ouvrir avec le café qui sera vraiment là pour en fait pouvoir verser ses recettes en fait pour l'épicerie quoi. Donc on espère que ça puisse tourner comme ça. Ouais, et vous avez quelques pistes, eh bien c'est tout. Beaucoup de courage surtout qu'on vous souhaite et d'arriver à terme de ce projet. Merci beaucoup d'être venu nous en parler pour l'épicerie solidaire à Nyon. Elle restera à Nyon, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Exactement. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.
On poursuit notre série Voile sur NRTV. Après avoir suivi la traversée en mer du Vendée Globe d'Alan Roura, la semaine dernière, nous recevions la navigatrice genevoise Justine Métro sur notre plateau pour parler de ce sport nautique. Et puis à présent, nous recevons le skipper de Communy, Valentin Gauthier, qui est avec nous en duplex pour nous parler de son sport, de ses ambitions et de son riche programme pour 2021. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors Valentin, on te suit à travers un écran. Tu es à présent à côté de Lorient, en Bretagne, puisque tu vis là-bas, tout comme d'ailleurs Justine et Alan. En fait, Lorient, c'est un peu là où tout se passe pour les navigateurs, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ici, on appelle ça la Sailing Valley. C'est un peu la Silicon Valley de la voile ici. Ouais, c'est un endroit en fait où il y a pas mal de trucs qui ont été mis à disposition pour les navigateurs à une certaine époque, et ça a payé. Et effectivement, l'agglomération de Lorient maintenant est vraiment un endroit qui s'est vraiment développé autour de cette activité de la course au large, quoi. Donc effectivement, en tant que Suisse, quand on va s'expatrier quelque part pour faire de la course au large, la solution est assez logique d'aller là-bas, ouais. Ouais, on comprend effectivement que pour s'entraîner, quand on est skipper pro, c'est mieux que le lac Léman d'aller au large justement de l'Atlantique. Là-bas, du coup, je disais que Justine et Alan vivent là-bas. On voit d'ailleurs derrière toi, Justine, tu la connais très bien parce que tu as notamment navigué avec elle l'année passée. Tu as fait le tour des îles britanniques justement. Et puis Alan, est-ce que vous vous croisez en fait tous les trois justement à Lorient? Est-ce que vous avez l'occasion d'échanger des expériences, et puis notamment au sujet du Vendée Globe? Ouais, on se fréquente assez régulièrement. Même Justine, effectivement, on a navigué avec elle l'année dernière. Des fois, on fait des séances de sport en commun aussi. Alan, pareil, on est potes dans la vie de tous les jours. Donc, de temps en temps, on se retrouve pour une bouffe. On se croise sur les pontons aussi assez régulièrement. Donc, ouais, on se cause pas mal. On a parlé notamment avec Alan Roura de la solitude, en fait, et de cette manière de gérer la solitude sur plus de 3 mois en mer pour le Vendée Globe. Et puis, il nous disait qu'il avait tendance à vouloir justement rester solitaire en mer parce qu'il voulait être un peu coupé des problèmes des terriens. Toi, comment tu abordes la chose quand tu es en mer ? Moi, je vois ça comme un luxe en fait, mais ça date un peu parce que là, depuis quelques années, je navigue surtout en double avec Simon Coster. Mais à l'époque où je faisais du mini, je voyais vraiment ça comme un luxe. En plus, en mini, on a l'interdiction d'embarquer des moyens de communication avec nous. On dépose les téléphones avant de partir, même si de toute façon, il n'y a pas de réseau en mer, donc ça change rien. Mais on n'a pas non plus de connexion Internet, donc on reçoit pas de mail et tout ça. Et en tout cas, pendant les courses de mini, moi, je voyais ça vraiment comme un luxe dans cette société actuelle où on est toujours sursollicité par des mails, des messages, des téléphones, des notifications, des trucs, de tout d'un coup pouvoir avoir 2 semaines avec rien d'autre à faire que du bateau, quoi. Donc je le voyais plutôt comme un plaisir, quoi. Ouais. À propos de cette solitude en mer justement et d'être aussi coupé de ses proches, Alan Roura a raconté la difficulté aussi de vivre ce Vendée Globe alors qu'il venait à peine d'être papa. Ça vous fait un point commun en plus à tous les deux parce que toi aussi tu as été récemment papa à la fin de l'année dernière. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être papa en tant que navigateur, une appréhension à retourner en mer justement? Écoute, là je suis pas encore retourné beaucoup en mer vu qu'on est en chantier, donc ça j'ai du mal à te dire sur ce que ça changera dans ma manière de naviguer. On peut imaginer que, mais déjà on fait quand même très attention quand les conditions sont difficiles à s'attacher, à porter le gilet, donc on peut imaginer que je vais être encore un peu plus attentif à ça. Après c'est plus dans la gestion du projet où j'ai l'impression que ça me change un peu les priorités en fait, quoi. Ça fait depuis 5 ou 6 ans là que je suis à Lorient pour faire de la course au large et que j'ai vraiment l'impression d'avoir la tête dans le guidon en permanence et de penser qu'à ça et de manger, de dormir pour ça et enfin de vivre uniquement pour ça. Et là c'est sûr que tout d'un coup la course au large est plus la priorité numéro 1 dans ma vie. Il y a quelque chose qui a déboulé qui est bien plus important que tout ça. On sait que tu navigues notamment beaucoup avec Simon Coster, ton acolyte, donc qui est zurichois et qui est basé aussi à côté de Lorient comme toi. Mais les courses en solitaire, est-ce que ça reste justement l'objectif numéro 1 du marin, du navigateur? Et est-ce que tu rêverais d'un Vendée Globe toi aussi?
Alors ça c'est une question piège. Avant de te répondre, je vais déjà en parler un peu à ma femme pour le Vendée Globe. Ce serait pas mal. Après la navigation, oui, c'est ça. Si elle me surprend à dire à la télé que je veux faire le Vendée Globe avant qu'elle en ait entendu parler, je vais avoir des problèmes. Non, mais plus sérieusement, moi le solitaire c'est un exercice que j'apprécie. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment pas du tout ça, il y a des gens qui préfèrent l'équipage. C'est vraiment des manières très différentes de naviguer en fait, aussi différentes que faire un 100 mètres ou faire du football en fait, je pense au final quoi. On s'investit pas du tout de la même manière, on travaille pas du tout les mêmes trucs. Après moi effectivement ce qui me plaît dans la course au large c'est ce côté soit équipage réduit, soit solitaire qui fait que on doit vraiment mettre l'accent sur la polyvalence et être capable de faire un peu tout à bord. C'est ça qui me fait vibrer sur un bateau en fait, plutôt que de me spécialiser vraiment sur un poste où je vais devenir hyper compétent et lâcher un peu tous les autres. Tu as déclaré récemment dans le journal La Côte que pour les gens qui ne connaissaient pas le sport nautique et notamment la voile, qui pensaient que la voile c'était souvent une croisière de plaisance, alors que pour toi en fait ce que tu recherches vraiment c'est des sensations physiques assez fortes en fait. Ouais, en fait, c'est avant tout un sport de glisse, hein, finalement, la voile. Mais effectivement, on s'en rend pas compte parce que la plupart des gens, l'expérience qu'ils peuvent avoir de la voile, c'est la plaisance. Ils sont une fois allés sur un bateau de croisière avec un ami, ils ont bu des verres de rosé quand il faisait beau sur le lac avec un petit peu de séchard. Et du coup, souvent, c'est l'image que les gens peuvent avoir de la voile. Mais effectivement, avec les engins sur lesquels on navigue, c'est pas du tout ça, effectivement. Ouais. Les bruits qu'on entend derrière toi, Valentin, c'est des bruits de chantier naval en fait, parce que tu es en plein chantier en ce moment pour retaper justement ton bateau. En prévision du coup de beaucoup de projets en 2021, on peut mentionner notamment la Normandie Channel Race, les Sables Horta, la Fastnet en août, et puis bien sûr la Transat Jacques Vabre pour l'automne. Beaucoup de projets en perspective. Raconte-nous un peu comment tu appréhendes cette année. Ouais, comme tu dis, l'année est assez chargée en fait. Donc, on a eu la chance de pouvoir faire un gros chantier cet hiver. Les choses se sont assez bien enchaînées pour qu'à la fin de la saison, après la Normandie, on avait pu mettre le bateau au sec et se lancer dans un gros chantier de fiabilisation et d'optimisation. Donc là, on se réjouit déjà de redécouvrir un peu notre bateau parce qu'on a apporté pas mal de modifs qui font que ça va presque être un peu une version 2 de notre bateau qu'on va redécouvrir. Et après, on remet à l'eau normalement jeudi et à partir de là, les entraînements et les navigations vont s'enchaîner jusqu'à fin août où le début des compétitions va reprendre. Et là, après, le challenge, ça va vraiment être d'être à fond sur les compètes, d'arriver à se reposer entre les courses parce que c'est très engageant finalement physiquement et mentalement comme sport. Donc avec les courses qui s'enchaînent aussi intensément cette année, je pense que le gros challenge, ça va être d'arriver aussi à recharger les batteries entre les courses, quoi. Des objectifs de classement aussi? Tu penses beaucoup à la compétition? Ah oui, forcément, ouais. Avec Simon, on a la chance d'avoir pu monter un projet, ce qu'on appelle un projet gagnant, quoi. C'est-à-dire un projet avec un bateau de dernière génération où on a des moyens limités, on a plusieurs sponsors qui nous soutiennent. On est quand même encore un peu ric-rac en budget, mais on arrive quand même à fonctionner de manière performante, on va dire. Donc l'idée c'est plutôt d'aller chercher des podiums sur les courses, voire plus si affinité, notamment la Normandie Channel Race qu'on a gagné l'année dernière, qu'on va devoir défendre nos titres. Et donc oui, on est plutôt en train de viser des performances élevées. Ouais. On te le souhaite en tout cas. Je te remercie beaucoup Valentin Gauthier. On rappelle donc que tu es navigateur originaire de Communy et puis que tu vis maintenant en Bretagne pour pratiquer professionnellement ton sport, la voile. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on va suivre toutes tes aventures et tes traversées durant cette année. Merci beaucoup. Salut. Merci. À bientôt Valentin. À bientôt. Ojibrax nous présente aujourd'hui son nouveau projet intitulé OM2, un album qui rassemble 14 titres dont Drillé en partie tourné à Nyon. Ojibrax, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on vous connaît sous le nom de Braco ou encore Braco Brax, aujourd'hui Ojibrax. Et ça peut paraître anecdotique, mais c'est important parce que ça soulève aussi votre maturité, un changement dans votre manière d'aborder la musique. Exactement. C'est vraiment ça en plus. Ouais, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui votre musique elle est plus mature?
Je dirais j'ai changé la manière de m'exprimer en fait, où avant je le faisais avec beaucoup plus de rage. Et aujourd'hui, on va dire que le fond n'a pas forcément changé, mais la forme de comment je présente ma musique a évolué. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une évolution aussi dans la maison de disques, parce qu'en 2009, tu signes chez Colors, qui rassemble aussi plusieurs figures mythiques du rap. Aujourd'hui, le fait d'en être détaché, est-ce que ça a aussi ouvert quelque chose chez toi? Est-ce que c'est l'analyse que tu peux en faire? Je pense qu'un petit peu, ouais, bien sûr. Parce que le fait d'être sorti de ma zone de confort, un peu, on va dire que Colors, c'était quand même une bonne structure. Et le fait de me livrer un peu à moi-même, même si je ne suis pas forcément livré à moi-même non plus à 100%, parce que je suis quand même appuyé par des managers, bah, du coup, je pense que ça m'a mis un sorte de coup de fouet qui fait que ouais, y a quelque chose qui s'est passé quand même aussi. À ce niveau-là, ouais. Alors aujourd'hui, ça fait plusieurs années que tu es dans le rap. On peut dire que tu es une figure ancienne, mais jeune figure. Certains te définissent comme ça. Pourquoi? Où est-ce que toi, tu te situes? Franchement, ça ne me dérange pas qu'on me situe encore comme un rookie ou qu'on me situe comme ancien. Franchement, j'assume tout ça et ça me dérange en rien. Ouais. Vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un peu une dichotomie aujourd'hui dans le monde du rap. Il y a les très jeunes, les plus vieux. Aujourd'hui, être un OG, c'est aussi finalement être la figure peut-être du paternel, du grand frère, quelque chose, une mission aussi à apporter aux plus jeunes. Ta mission à toi envers cette plus jeune génération, parce qu'on peut dire dans ce titre, dans cet album OM2, tu partages notamment un titre avec Isos. Là, le fait de partager ça avec des plus jeunes, qu'est-ce que toi, tu aimerais leur transmettre? Bah, la rigueur et la discipline dans le travail, surtout ça. Après, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne sont pas rigoureux et qu'ils ne sont pas disciplinés. Mais c'est vrai que j'amène vachement cette touche-là, en fait, où je m'investis un peu dans tout, où je ne fais pas que d'écrire et d'aller enregistrer. Je m'investis aussi dans les mix. Je suis toujours avec Moussis pour ça, dans les masters, pour les arrangements. Du coup, c'est vrai que c'est une grosse partie de mon travail. Je travaille vraiment comme ça, très rigoureusement. Et c'est peut-être quelque chose qui va en découler pour les plus jeunes, je sais pas, on verra. Ouais, ça peut être étonnant, avoir de la rigueur dans le rap, on peut penser que c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif. Tu parlais de Moses, ton compositeur. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour cet album-là? Bah, c'est vraiment beaucoup d'heures de studio, vraiment beaucoup. Après, on a vraiment une autre façon un peu de travailler, c'est très au feeling. En fait, autant il peut amener des idées, autant que moi je peux amener des idées. On va au bout, si ça colle, bah, on continue le travail, c'est-à-dire que je continue d'écrire et on va aller jusqu'à l'enregistrement. Sinon, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que c'est très au feeling. Ouais, très au feeling. Alors, on va écouter un petit peu de Drillé et puis on revient tout de suite après. Un extrait. Merci. OG, c'est mieux tu fermes ta gueule si tu restes statique. Nous on vise d'abord qualité avant de viser les statistiques. Tu veux quoi? Cherche pas dans mon regard, y'a rien de très sympathique. J'ai le power, j'ai des gosses qui me suivent comme James à Patrick. Aïe aïe aïe. Drillez tous. Drillez tous. Cherche pas dans mon regard, y'a rien de très sympathique. J'ai le power, j'ai des gosses qui me suivent comme James à Patrick. Aïe aïe aïe. C'est mieux tu fermes ta gueule si tu restes statique. Nous on vise d'abord qualité avant de viser les statistiques. Tu veux quoi? Cherche pas dans mon regard, y'a rien de très sympathique. J'ai le power, j'ai des gosses qui me suivent comme James à Patrick. Aïe aïe aïe. Drillez tous. Drillez tous. Cherche pas dans mon regard, y'a rien de très sympathique. J'ai le power, j'ai des gosses qui me suivent comme James à Patrick. Ouais, alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore être le méchant dans le rap? Parce que tu dis dans mon regard, j'ai pas quelque chose de très sympathique. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est cette image-là, toi qui as aussi grandi? Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être méchant pour faire du rap, pas du tout. Mais ouais, là, c'est plus un morceau égo. En plus, c'est vraiment un peu d'égo trip, du coup, ouais. Il y a ce côté-là un peu qui est ressorti, mais non, il n'y a pas besoin d'être méchant. Dans tous mes morceaux, je ne fais pas allusion à ça, forcément. C'est pas le même OG partout, c'est ce qu'on peut voir justement dans cet album-là. Il y a aussi plusieurs influences qu'on retrouve. Qu'est-ce qui t'a finalement inspiré? Où est-ce que tu es allé chercher un peu pour cet album-là? Pour cet album-là, alors je me suis beaucoup... en fait, il y a beaucoup de samples soul. Donc c'est déjà une musique que j'écoute pas mal. Et sinon, il n'y a pas vraiment eu d'influence, on va dire, au niveau rap. Moi, vraiment, peut-être l'artiste qui m'a plus influencé depuis que j'aime vraiment la musique, c'est Michael Jackson. Donc c'est vraiment pas un rappeur. Donc voilà. Ouais. Et où est-ce qu'on retrouve alors peut-être ces influences-là de Michael Jackson, de la pop, dans de la musique? C'est quoi? C'est la sonorité avant tout?
Alors, dans la mienne, non, je dirais pas que j'ai cherché une sonorité pop, pas du tout, mais... Ça m'aurait étonné, justement, que je me disais, tiens, j'ai pas assez tendu l'oreille, mais c'est quoi, du coup? Non, c'est peut-être plus... Alors, si je devrais faire un petit parallèle, après, c'est vraiment très, très léger, hein, parce que vraiment, je vais pas du tout... Je peux pas vraiment faire de parallèle avec la musique de Michael Jackson, mais c'est vrai que Michael Jackson, genre, dans sa musique, il y avait beaucoup de basses très jouées, très harmonieuses, et c'est peut-être le truc qu'on peut retrouver dans mon projet où les basses, elles sont pas monotones, c'est vraiment quelque chose qui ramène une musicalité en plus. Ouais, quelque chose où finalement on a aussi envie de bouger, de danser, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton projet. Ouais, c'est peut-être le petit parallèle que je ferais. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'influence, on va dire, d'un autre artiste rap qui m'aurait, on va dire, guidé dans un truc. C'est vraiment... en fait, je fais vraiment la musique que j'ai vraiment envie d'écouter, finalement. C'est vraiment la musique que j'aime, j'essaie de la créer. Ouais, une musique que tu as aussi voulu partager, parce que plusieurs morceaux que justement tu partages avec d'autres artistes. Pourquoi avoir fait ce choix, alors que c'est finalement un album dont j'ai l'impression qui te met beaucoup en avant, où tu te dévoiles notamment au travers les autres et avec les autres. Pourquoi ? En fait, déjà, tous les feats, c'est des gens que je connais. C'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé, certains dans le passé. Et du coup, j'ai l'impression que c'est... En tout cas, je sens que c'était une sorte de logique de les inviter, vu que c'est des gens que je connais et que c'est des gens que j'écoute aussi. Ouais. Il y avait cette sorte de logique-là, en fait, qui soit dans ce projet-là, en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde du rap, on tire, chacun vous tirez un peu la corde dans un sens, pas forcément tous ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rap n'a pas encore la notoriété qu'il devrait avoir en Suisse. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens que finalement, vous avez du mal à vous mettre ensemble? Et que toi, tu as peut-être réussi aussi avec une sagesse qui arrive avec l'âge? Alors, je pense pas qu'il y a vraiment un mal de faire les choses ensemble. En fait, je pense que c'est un peu comme pour tout. On va pas se mélanger non plus avec tout le monde. Il y a aussi des infinités qui jouent. Et après, vraiment, je pense que le manque qui fait que le rap en Suisse n'est pas encore assez développé, je pense pas que ce soit au niveau des artistes, parce que vraiment, au niveau des artistes, il y en a beaucoup, que ce soit des compositeurs ou des rappeurs, ou même encore dans d'autres branches du métier. Mais vraiment, ce qui manque encore vraiment aujourd'hui, c'est des structures autour qui puissent vraiment nous appuyer, vraiment plus de plateaux télé comme ça, plus de radio, plus de promoteurs qui mettent des artistes suisses en avant. Ouais. À l'avenir, les prochains projets sur lesquels tu vas te concentrer, j'imagine, ce projet, il est encore tout neuf, il est sorti en janvier ou M2, donc d'autres clips qui devraient arriver. Exactement, ouais. Ouais. Et là, cette période, on sait que c'est Covid, tout le monde doit travailler un peu à distance. Comment ça se passe pour toi? Ça m'empêche pas d'écrire, ça m'empêche pas d'aller au studio encore. Et tant que j'ai cette possibilité-là, je vais pouvoir travailler, c'est sûr. Ouais. Peut-être certains festivals, est-ce que là, concerts? Alors là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concert, parce que pour l'instant, tout est annulé déjà depuis un petit moment. Après, on va essayer de se réinventer, bien sûr, en attendant que les festivals et que les salles puissent rouvrir. Oui, parce que là, c'est finalement aussi un pari risqué, le fait de sortir un disque aujourd'hui sans pouvoir le montrer sur scène. Ça passe, j'imagine, par des plateaux télé, les réseaux sociaux. Comment est-ce que toi, tu le vis, cette promotion, finalement, sans qu'elle se fasse sur scène? Pour l'instant, j'ai de la chance, c'est que j'ai pu quand même aller dans des radios, justement, être invité à gauche à droite pour pouvoir promouvoir ma musique. Que même en Suisse alémanique, et du coup, c'est vrai que j'ai cette chance-là. C'est vrai qu'il manque les concerts, parce que les concerts, on va dire, c'est beaucoup plus direct, en fait, du fait qu'on se confronte à un public, et surtout s'ils adhèrent au concert, c'est des gens tout de suite qui vont aller écouter, streamer et partager la musique sur leur réseau à eux. Donc c'est sûr qu'il y a ce manque-là, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce que je puisse défendre mon projet quand les endroits vont réouvrir, c'est sûr et certain. Ouais, en tout cas, on se réjouit de te retrouver sur scène, surtout Djibrax. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir présenté ton nouvel album OM2. Et puis bien sûr, on peut le trouver sur toutes les plateformes. Exactement. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité. Très belle journée à toi, salut. Merci. C'est tout pour la quotidienne du 2 mars. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente suite de programmes sur Nyon Région Télévision.